je fais ce qui me plaît, je sais que cela te plaît. Les pieds dans le plat de ce monde plat qui me déplaît. J'avance malgré ce que les gens pensent. Il ne tient qu'à toi d'entrer dans la danse. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. Ouais. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi, je me bats pour le futur. Quelle aventure! Dédicace à Ménélique. Mon nom est Cosmos. Vous écoutez le Cosmos Show. Oui, votre rendez-vous des gens branchés. Le rendez-vous qui est maintenant... qui se officialise de plus en plus. Les jeudis 22h, prime time de la résistance, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. On va avoir un show fantastique avec des nouvelles incroyables. Parce que peut-être que vous avez regardé ce qui se passe dans le journal, aux nouvelles. Si oui, vous vous dites « Tabarnane, il se passe rien! Il se passe rien au Québec, dans le monde! C'est tranquille! Hey, feu de forêt! C'est un grand prix! » Non, c'est parce qu'ils vous disent pas les bonnes affaires, ils disent pas les affaires le fun. Fait que là, moi, j'ai l'embarras du choix de vous parler de plein d'affaires incroyables. Et puis, on va en être question. On va parler de la fête nationale, on va parler des sous-marins, on va parler de James O'Keefe, on va parler de BlackRock, il va y avoir la chronique du corbeau. Ça va être tout un show. Là, c'est une première, OK? Là, peut-être que vous me regardez sur YouTube en première live, mais fake live, parce que là, j'enregistre ça à 19h49. Mais ça me permet d'être avec vous sur le chat. Donc, vous mettez des likes. Là, je sais qu'il y en a qui écoutent. Là, les likes sont gratuits à soir. J'ai débloqué les likes gratuits. Donc, vous pouvez cliquer sur le like, puis ça va me faire plaisir, puis des partages. Puis, je suis avec vous sur le chat. Regardez dans le chat, je suis là. Je vous dis allô. Allô, Cosmos, es-tu là sur le chat? Réponds-nous, s'il vous plaît. Yes, Cosmos est là avec toute la gang du jeudi soir parce qu'on est remis de nos émotions du show historique de mardi, duo majestique avec les big shots de la résistance. Il en manquait pas beaucoup, puis ceux qui manquaient, ben on va se reprendre avec eux autres bientôt parce que là, on est en train de créer pas une alliance, on crée des liens non officiel, sympathique, d'atomes crochus. On a réglé des vieilles chicanes. On a eu des gens qu'on pensait qu'ils étaient en chicane, puis que là, sont revenus ensemble. Ils ont fait de leur milk ou pas. Je veux dire, c'était merveilleux. Si vous n'avez pas vu le duo majestique de mardi passé, le 20, c'était tout un show magique. Félicitations à mon collègue Petit Albert, sans qui ça n'aurait jamais pu avoir lieu. C'est lui qui a contacté tout le monde. Moi, j'étais là un peu comme le Comwood Guy, puis il arrivait des gens, puis c'était une surprise à chaque fois. Alexis est venu faire son tour Z, le monde était tellement content de voir Z. Alors, faut pas me mettre à nommer tout le monde, on était à peu près 15, mais vous avez tous été fantastiques. Et puis, ben voilà! Puis à soir, je vais essayer d'être à la hauteur, de vous faire rire. Je pleurerai pas ce soir, je crois pas, mais si oui, restez à savoir si Cosmos va-tu broyer à soir comme la semaine passée. C'est ce que vous aurez maintenant, mesdames, messieurs. Donc, vous réveillez vos amis, appelez les voisins, appelez votre blonde, appelez votre maîtresse, amène ta famille, amène tes amis, puis amène ta blonde. C'est le Cosmos Show qui décolle dans 3, 2, 1. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Dans cette histoire, ça nous vient de Billboard Chris. C'est un Canadien qui fait le tour du monde pour aller dans toutes les manifestations anti-changement de sexe pour les enfants, anti-lecture de drag queen pour les enfants, anti-sexualité pour les enfants, grosso modo. Puis sur sa pancarte d'homme sandwich, c'est écrit que les enfants ne peuvent pas consentir à une thérapie hormonale pour les castrer chimiquement et ultimement leur couper des membres qui fonctionnent. Donc, il est contre les transgenres pour enfants. Il croit qu'on devrait attendre et leur donner un soutien psychologique pour voir plus tard dans la vie si effectivement ils veulent vraiment être trans ou c'est seulement qu'une phase, comme bien des gens pensent. Il nous arrive avec une histoire ici très intéressante de un trans
Enfant Superstar, une des premières qui a été poussée par MTV, Masonic Television, où à l'époque, on pensait que c'était pour Music Television, mais maintenant, il n'y a plus de musique du tout à MTV. C'est un poste qui s'adresse aux jeunes. Et puis, on fait un documentaire. Puis là, il y avait besoin de jeunes enfants vedettes pour les filmer en train de faire leur transition d'un sexe à l'autre pour partir la mode. Donc, ils ont fait ça en 2016. C'était pas si populaire que maintenant, cette mode, mais il fallait qu'on sème les graines puis que ça pousse tout ça. Donc, voici ce qu'il nous en dit. MTV a présenté la transition de cette jeune femme Milo alors qu'elle n'était qu'un enfant dans un documentaire intitulé Transformation. Cela a contribué à alimenter l'engouement pour la transition des enfants. Maintenant, Milo regrette tout. Elle a reçu de la testostérone à 14 ans, une double mastectomie à 16 ans, et ensuite a dû subir une hystérectomie, donc on lui a enlevé les ovaires en raison d'une atopie utérine douloureuse. La chirurgie d'urgence pour enlever un ovaire a suivi cela. Elle ne sait pas si son ovaire restant peut encore produire de l'estrogène. Donc il reste un ovaire, de ce que j'ai compris. Elle souffre d'autisme non diagnostiqué et lorsqu'elle était un enfant, elle n'aimait pas l'attention que son corps en développement attirait des garçons. Des influenceurs en ligne l'ont convaincue qu'elle était trans. Les médecins ont joué avec le récit transgenre et lui ont dit que les hormones et la chirurgie étaient la voie à suivre. Maintenant, elle a perdu ses seins, sa voix, son ventre, elle perd les cheveux et tout ça a été fait pour quoi? Pour rien. Cela a été fait parce qu'une secte lui a dit qu'elle devait vraiment être un garçon alors qu'elle n'était pas à l'aise en tant que fille. Elle avait 14 ans, là son corps se transformait, les petits gars commençaient à la trouver cute, elle aimait pas ça, elle était pas à l'aise avec sa sexualité. Ah ben là, justement, MTV ont besoin d'une petite fille comme toi qui va se transformer, tu vas être une superstar, tu vas être la vedette d'un documentaire, tu vas être une vedette mondiale, puis on va t'aider là-dedans. Ben là, les petites filles à 14 ans, là, s'il y a une affaire qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent être superstars. Demandez à n'importe quel enfant qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils veulent être des YouTubers, avoir du succès comme Squeezie ou Michou ou Gurky au Québec. Ils veulent être des stars. On leur offre d'être des stars. Tous les algorithmes, tout Google, toute la culture les met sur un piédestal. Ils disent, ben regarde, si tu te fais couper les seins, puis tu te fais couper le pénis, puis tout ça, puis tu te transformes, puis tu ne pourras pas avoir d'enfants, ben au moins tu vas être une superstar comme Barbada. Attends-tu? C'est bien tentant pour plusieurs. Puis là, il dit, laissez nos enfants tranquilles. Parce que cette Milo-là, elle a fait une vidéo YouTube où elle explique ça. Puis, Billboard Chris a mis le lien du vidéo, mais si on clique sur la vidéo, ce qu'on voit, c'est qu'il est maintenant non disponible. Il est rendu privé parce que ça a fait un gros buzz, puis probablement que Milo a eu de la pression pour enlever cette vidéo-là. Mais quand même, on peut quand même voir ce qu'il avait l'air à l'époque. On a un exemple ici du documentaire Transformation à MTV. Je vais vous en faire mettre un petit extrait que je vais commenter. C'est de la propagande qui vous dit, regarde, tout ce qu'on entend, là, ça a commencé là, ce discours-là. Donc, dit, ça commence par qui t'es attiré. Puis, deuxièmement, ben, ton anatomie, OK? Donc, premièrement, ton genre, ton orientation sexuelle, puis troisièmement, ton anatomie. Donc, au départ, tu décides si t'es un gars ou une fille. Après, qui t'aime, des gars ou des filles? Puis après, ben, t'arranges ton anatomie pour que ça fitte avec tout ça. Ah, puis quatrièmement, ben, c'est comment tu t'habilles. Ah, le miracle de la vie. Tout le monde est avec soit un vagin ou un pénis. La pression d'être juste un gars ou juste une fille, on appelle ça les genres binaires. Ça, c'est comme vivre dans un monde où on aurait juste le droit de prendre la crème glacée juste à vanille,
ou au chocolat. Tu sais, c'est pas de même, là. Mais en réalité, les gendres, c'est un spectre. Regardez autour. Hey, mais juste l'image qu'on a vue des enfants qui mangent de la crème glacée, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est de la porno, ça, là. N'importe quel pédophile qui verrait ça, un cornet comme ça, entre deux enfants, puis il liche de chaque bord, ça n'a aucun sens. MTV. Regardez ça. My God. OK. On voit des gens qui aiment toutes sortes de saveurs. Puis on voit Prince, hein? Des chanteuses, Lady Gaga. Ah. Donc, maintenant, là, mes pronoms favoris, ça veut dire, on appelle ça des PGP. C'est le pronom que je préfère qu'on m'appelle. Parce que maintenant, on dit plus ça, là, c'est terminé, ça. On dit plus ça, genre préféré. Parce que ça, c'est comme une option. Maintenant, là, on l'affirme, là. Maintenant, ça veut dire des genres personnels, OK? C'est plus préféré, c'est personnel. Comme moi, personnellement, moi, j'utilise elle, eux autres. Mon sexe, mon sexe est féminin. Mon genre féminin, mon sexe féminin, mon pénis est féminin. Non, son pénis est féminin. Hein. C'est une pénis. Puis là, il dit, moi, j'essaie de me faire passer pour un gars. Mais... Tu sais, enlève les cheveux mauves. Baille-toi qu'un chandail Harley Davidson avec une coupe toast. Tu auras plus de chance. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que je passe pour une femme, tu sais. Passer, c'est comme un concept superficiel, mais tu sais. Mais là, on va voir Milo ici avec sa mère dans quelques instants. Donc, sa mère ici est de mèche avec MTV, est bien contente de passer à la télévision, elle ici, puis elle va expliquer à quel point que, regarde, là, sa petite fille, là, c'est un petit gars, là. Puis là, ensemble, à la télévision, ben, vous allez voir dans le documentaire toute sa transformation. Parce que là, un peu plus tard, on va voir qu'ils vont nous expliquer que... OK, je vais y voir ici. La première affaire que j'ai dit, là, je pense que je vais essayer de mettre les sous-titres, on va pouvoir suivre. OK, je vais avoir les sous-titres en français. J'ai dit quoi? Tu veux-tu un pénis? Elle était comme non. Puis regarde, en passant, elle va parler de sa fille toujours au masculin. Toujours. Donc, c'était ma première pensée. Vous savez, dans les derniers mois, c'est pas ça. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur, votre genre. Je pouvais pas m'imaginer en tant que fille. Parfois, j'ai l'impression qu'il pouvait se faire mal. Il pouvait se faire mal à lui-même, à l'intérieur de lui-même. Juste la manière qu'il se sentait. Ah, j'ai entendu plein d'histoires d'horreur, là. Mon MTV puis les médecins m'ont dit, là, ceux qui pensent qu'ils sont trans, là, ils ont bien plus de chances de se suicider, fait que, tu sais. Parce que ça, c'était comme si le fait de faire la transition, ça leur enlevait des chances de se suicider. Ça fait 6-7 ans de ce documentaire-là. Maintenant, avec les chiffres qu'on a, on sait que le pourcentage de suicides après transitionner est tout aussi élevé que s'ils n'avaient pas transitionné chimiquement ou hormonalement ou d'une manière sans retour. « 40% disent qu'ils tentent de se suicider. Des jeunes trans. Puis eux autres, ils disent, ben là, la solution, c'est on va leur sauver des vies. Ils se suicideront plus en pensant pas que si tu prends un adolescent qui est un peu bizarre dans sa tête, puis tu décides d'y couper des organes qui n'aura plus le reste de ses jours, les chances qu'il se suicide dans la vingtaine, dans la trentaine sont décuplées. C'est beaucoup plus dangereux parce qu'à un certain moment donné, ils peuvent changer parce qu'on évolue toujours. Moi, à l'adolescence, j'étais très différent du Cosmos de 47 ans.
C'est presque la moitié. Imaginez. Les autres, ils disent ici, il y en a 40% qui font une tentative de suicide. Ils disent, oh, imaginez le pourcentage qui réussissent. Bon, Jessica Jean. Donc, vous voyez, le genre, c'est pour nous vendre que faire la transition de sexe, là, ça va sauver des vies. Puis là, on a notre Milo qu'on va la voir se faire charcuter, on va la voir se faire enlever l'utérus, se faire enlever les seins, tout ça, pour la gloire à l'époque. Même en 2016, là, il y a déjà quand même plus personne qui regardait MTV, leurs années de gloire étaient terminées. Juste pour pouvoir faire son beau, faire sa belle sur le câble. Eh bien, maintenant, sa vie est très hypothéquée. Il ne pourra plus jamais avoir d'enfant, évidemment. Là, regarde, il arrive sous les acclamations de la foule. C'était l'heure de gloire. Regardez ça. C'est fait charcuter des membres qui étaient complètement en bon état, sous les applaudissements de sa mère et des caméras de MTV. Au bout du compte, le regretter. Et puis, on n'a pas... comme je vous dis, la vidéo a disparu. J'ai tenté de le chercher, mais il y a ici The Blaze qui en ont fait, qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est Milo en 2016 et le voici en 2023. Je vais vous traduire ici l'article que j'ai. Voici ce qu'on a appris sur cette jeune qui a été utilisée par MTV pour faire une vedette, mais pour scraper sa vie. Donc, un participant au documentaire Transformation de MTV en 2016 a publiquement détransitionné après avoir vécu légalement en tant qu'homme pendant plusieurs années. Milo, qui est né fille, a posté une vidéo YouTube de 27 minutes qui détaillait ses pensées sur les raisons pour lesquelles elle a tenté de devenir un homme. Mon nom légal... Mon sexe légal est masculin. Cela a changé quand j'avais 15 ou 16 ans. Légalement, cela a changé. J'ai même dû faire modifier mon certificat de naissance, mon numéro d'assurance sociale. Tout a été changé pour Milo mâle, a-t-elle exprimé. Milo a été présenté dans le documentaire de MTV qui expliquait en détail les enfants transgenres en ce qui concerne leurs pronoms et leurs relations avec leurs parents. Et leur offrait même des relookings. Le documentaire comprenait également des commentaires de représentants des centres LGBTQ+, de Los Angeles, par exemple. Dans la production, la mère qu'on a vue la qualifiait de garçon et de fils et a déclaré qu'elle n'a jamais eu de fille. Depuis le jour de sa naissance, mais je ne le savais pas encore. La femme biologique dit qu'elle ne peut même pas supporter de regarder le documentaire et a déclaré que son apparence dans la vidéo était ce à quoi elle ressemblait avant la testostérone ou toute autre intervention médicale. J'ai l'impression d'avoir en quelque sorte supprimé beaucoup de traumatismes. Depuis mon adolescence et la puberté, j'ai été victime d'intimidation à l'école par d'autres filles parce que j'étais un peu bizarre et tout ça, a déclaré Milo. Aussi, juste sentir que j'allais être un objet. Ah, c'est intéressant ici. Mais juste sentir que j'allais être un objet pour les hommes si je gardais mon corps tel qu'il était. Ce que je savais maintenant que c'est pas vrai. Je pense que je me suis trompé. Je pense que j'ai été précipité dans un traitement avant d'exploiter toutes les avenues possibles de mes sentiments, a poursuivi Milo. J'avais aussi peur d'admettre que j'étais mal à l'aise avec ma sexualité. Juste parce qu'elle n'était pas game de dire qu'elle était mal à l'aise avec sa sexualité, bien on l'a pris, puis on l'a charcuté devant les caméras de l'Amérique. C'est quelque chose que j'espérais ne jamais dire, mais je pense que je regrette médicalement la transition vers l'homme, a poursuivi Milo. Je pense que je regrette complètement tout ce que j'ai fait. J'ai été malheureux. Milo a également décrit une litanie de problèmes de santé après avoir pris de la testostérone pendant 7 ans et demi. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, en 2015, se souvient-elle. Au fil du temps, ils ont augmenté ma dose par injection. Je faisais une injection par semaine, puis ils ont commencé assez bas. Je ne me souviens pas exactement de la dose.
exact, mais quand j'étais adolescent, mais en vieillissant, la dose a augmenté pour correspondre à mon âge. Milo a subi une hystérectomie ainsi qu'une double mastectomie. J'avais en quelque sorte des pensées comme, eh ben, si je suis un homme, alors j'ai pas besoin de ces organes-là. Puis là, ben, il y a des acteurs qui font ça sur le bras, parce que, ben, si je suis un gars, j'ai pas besoin de mon utérus, je me le fais enlever. La jeune fille a également subi une ablation de l'ovaire en raison de complications médicales et s'est plainte d'une racine de cheveux amincie, de graisse stockée dans son visage à cause des stéroïdes, d'une voix plus grave, d'un chaume facial et d'un corps velu. J'avais une voix très, très féminine, très aiguë, je dirais. J'aimerais ne pas avoir l'air si masculine, a-t-elle ajouté. Donc, imaginez tous ceux qui le regrettent en silence, parce que même des superstars, des modèles, celles qu'on met de l'avant, puis qu'on regardez, Milo, qui se transforme en gars sous nos yeux, puis sous les applaudissements, avec tout le glamour de MTV pour convaincre encore plus de jeunes que s'ils font ça, eux autres aussi vont pouvoir être des grandes vedettes, admirées de tous. Eh bien, oh non, c'est pas, j'aime pas ça. Admiré de tous. Je vous lisais l'article, mais je le lisais pas. Mais en tout cas, vous m'avez entendu lire l'article, mais c'était cet article-ci en français. Ben voilà. Donc, vous voyez à quel point c'est dangereux ce qu'ils font, parce que même quand ils disent Protect Trans Kids, c'est qu'ils veulent scraper des vies d'enfants pendant qu'ils sont assez innocents pour ne pas comprendre que la vie est longue et qu'on change. Et puis, il y a des moments dans notre vie qu'on peut être mal à l'aise avec notre sexualité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'hypothéquer pour le reste de ses jours. Donc, c'était la morale de l'histoire. Je vous reviens dans 2 minutes avec une autre histoire. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Après 48 heures de suspense, ou même 24 heures dans les dernières 24 heures, on a appris une tragédie en mer extrêmement grave pour l'humanité. 5 multimillionnaires ont décidé de s'embarquer dans une expédition périlleuse à bord d'un petit sous-marin. Et pour aller visiter les restes du Titanic, mesdames, messieurs. Et ce sous-marin a connu des ennuis mécaniques. Les membres de l'équipage, à un certain moment donné, n'avaient plus d'oxygène. Il restait quelques heures d'oxygène. Le sous-marin était pris quelque part avec le Titanic. Le Titanic qui a emporté près d'1 millier de millionnaires de l'époque, il y a 112 ans. Dont 3 multimillionnaires extrêmement importants qui s'opposaient à l'implantation d'une banque mondiale, la Banque centrale, OK, la Réserve fédérale plutôt, excusez-moi, qui va permettre de contrôler tous les gouvernements mondiaux et sera la banque du nouvel ordre mondial, finalement. OK, cette idée des Rothschild, il y avait des gens qui étaient contre l'idée qui se trouvait sur le Titanic. Et c'est une des premières théories du complot. Je vous reviens à l'instant. De retour. Donc, vous comprenez pourquoi je ne fais pas des lives. Parce que moi, j'ai une Madame Cosmos et 2 enfants, un chien, un chat, des voisins. J'ai pas tant de lousse que ça. Fait que de me faire interrompre, ça m'arrive tout le temps. Donc, si j'étais live avec vous autres, je me ferais interrompre tout le temps. J'ai juste pu négocier 2 heures le mardi soir, mais pour le reste, ces shows-là, il faut les enregistrer. Donc, je disais que le Titanic fait partie d'une des premières théories du complot de l'histoire des complotistes, avec la création des Illuminati, évidemment, la fortune des Rothschilds en bourse au 19e siècle, et le Titanic, qui aura permis l'établissement de la Banque fédérale. OK. Maintenant, on a des multimillionnaires qu'eux autres se payent un trip pour aller voir leurs ancêtres multimillionnaires qui ont péri dans cet attentat peut-être, ou accident, qui sait.
Je vous laisse, regarde, ça fait 100 que quand vous avez fait votre opinion là-dessus, mais bon. Donc, c'est très, très triste. Ils sont morts. Mais, tu sais, c'est un peu comme, ça me fait penser un peu à, tu sais, je sais pas si vous connaissez la Formule 1, Lance Stroll, le Québec, c'est un pilote québécois, OK, de Formule 1. Fils de multimillionnaire, fils de milliardaire, québécois également, mais milliardaire qui fait partie de l'élite, qui lui, Lawrence Stroll, si je ne m'abuse, et puis lui, il a acheté une écurie d'F1 pour faire courir son fils de multimillionnaire. Puis là, tu te dis, comment peux-tu relater avec... Pourquoi je l'aimerais, moi, Lance Stroll? Pourquoi, y a-tu quelque chose en commun avec moi, à part d'être né dans le même pays, fils de multimilliardaire? C'est la personne la plus loin de moi. Donc, peu importe ce qui arrive en F1, je m'en contrebalance. On est très, très loin de Gilles Villeneuve, de Berthierville, qui faisait des courses de skidoo avec son frère, qui vivait dans Winnebago, puis à un moment donné, il a été découvert. Ça, c'est fantastique comme histoire. Tu sais, là, ça... Tu sais, j'ai tout le monde dans notre coin a des souvenirs de Gilles Villeneuve. C'est fantastique, on l'adore. Mais Lance Stroll, on s'en fout, en l'an 40, fils de milliardaire, mange la marde. Mais là, eux autres, c'est des millionnaires, multimillionnaires qui sont morts. Est-ce que le monde s'en fout? Oui! Le monde s'en fout. Moi, m'en fous, ben raide, ne dérange pas en tout. Je vois plein de jeunes qui meurent de complications, de la picouille, dans leur sommeil ou à 18 ans, 19 ans, en jouant au tennis ou peu importe, au football. Ça m'émeut beaucoup. Des multimillionnaires qui se payent un trip puis que ça a mal viré puis qui meurent, on s'en fout. Mais c'est pas là qui est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'idéologie de ces multimilliardaires-là, multimillionnaires, et l'idéologie de ceux qui organisent ce tourisme-là de multimillionnaires. Qu'est-ce qu'ils disent pour vendre à d'autres multimillionnaires? C'est de l'idéologie woke dans ce qu'il y a de plus woke de chez woke. Donc, ils vont nous expliquer ici que, tu sais, pour l'équipage, là, puis toute la gang qui fait partie de notre équipage, là, c'est la plus diverse possible, parce qu'on veut être inspirant. Pour ça que, nous autres, on n'est pas, c'est pas des hommes blancs de 50 ans qui vont inspirer le monde, là. Je vous le traduis ici, c'est quelque chose. Donc, c'est comme le vidéo promotionnel où il parle de ce sous-marin-là et de l'équipage. Écoutez bien ça. Donc, c'est un autre YouTuber comme moi qui parle de... Écoutez, le propriétaire, le CEO de l'entreprise. Comment ils parlent, comment ils font pour engager des gens. Yes, I mean, Ouais. when I started the business, one of the things you'll find Une des affaires là, bien importantes pour nous autres dans notre business, là, other sub-operators out there, but they nos opérateurs, nos conducteurs de sous-marins, là, tu sais, typiquement, là, gentlemen who were ex-military, tu sais, on avait des gens qui c'était des ex-militaires, des choses comme ça, tu sais. submariners, and you'll see a whole bunch of 50-year-old white guys. Puis, tu sais, tu vas voir plein de gars là, blancs là, de 50 ans, là, tu sais, qui I conduisent wanted des our sous-marins. Moi, là, c'est pas ça que je voulais, là. team to be younger, to be Je inspired. voulais que mon équipe, moi, soit plus des jeunes, là, qu'ils soient plus inspirants, là, s'ils sont plus jeunes, là, tu sais. And I'm not going to inspire a 16-year-old to go pursue marine technology. Ben, tu sais, je vais pas inspirer, moi, un petit jeune de 16 ans qui veut être inspiré par ces métiers-là, s'il voit un vieux blanc de 50 ans, là. But a 25-year-old, Mais s'il voit un jeune de 25 ans who's a sub-pilot or qui est un conducteur de sous-marin, tu sais, a platform operator or one of our techs, qui a quelqu'un qui travaille avec nous autres, il a juste 25 ans, lui, il peut être inspirant, tu sais. inspirational. So we've really tried to Fait qu'on a vraiment essayé very intelligent, motivated, younger de individuals trouver des gens intelligents puis motivés, mais plus jeunes, pour opérer tout ça. involved because we're doing things that are completely new. We're taking Parce qu'on fait quelque chose de vraiment approaches that are nouveau. used largely in the aerospace industry is related to safety. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ça ressemble bien gros à l'aérospatiale, là, en termes de sécurité et tout ça. Là. And some of the preponderance of checklists, things we do. Des checklists, toutes les choses qu'on fait, ça demande beaucoup d'expérience. Mais nous autres, on veut des jeunes. Tu sais, ça ressemble à l'aviation. On peut les entraîner pour ça. On peut entraîner des pilotes. We use a game controller.
Ce qu'on fait là, pour contrôler tout ça, on utilise des manettes de jeux vidéo. T'sais. Ça, c'est inspirant. Fait que n'importe qui peut conduire le sous-marin. T'sais. Fait que les autres, là, ils veulent pas des gars comme Cosmos là, qui travaillent là-dedans. Là. C'est vieux. Blanc en plus. Ils mangent la merde. Non. Les jeunes. Fait que il y a des multimillionnaires qui sont allés, ils ont entendu ça. Ils disent, ah, on va être des jeunes, ils vont être là, puis on va conduire le sous-marin avec la manette de PlayStation, ça va être facile. On va aller voir nos ancêtres dans le Titanic. On mord. Puis là, on rit de ça. On rit de vous autres. Vous êtes morts comme des épais. Avec une compagnie niaiseuse. C'est sûr, moi, de multimillionnaire, peut-être que moi, si j'aimerais ça, des gens de trip du genre. Mais pas avec une compagnie aussi sketch. Puis même, il y a des histoires qui ont sorti concernant ça, que c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui allaient là. Et puis, il y a même des gens qui disaient qu'à chaque fois, il y a eu des problèmes de communication. Il y en a qui sont allés, qui ont eu très, très peur. Ils avaient l'impression que c'était une opération kamikaze qu'il y a eu là. Parce que là, maintenant, on a retrouvé des débris. Le sous-marin a implosé. C'est terminé. À 12 500 pieds. C'est incroyable. Eh bien là, c'est terminé. C'était la petite nouvelle cocasse. Même s'il y a 5 morts, je pense pas que personne est en train de pleurer là-dessus. Peut-être que ça va vous donner le goût d'écouter le film de Titanic de James Cameron, qui lui parle pas de ce complot-là du tout. Parce que James Cameron, les grands réalisateurs, Steven Spielberg aussi, font partie de l'agenda pour nous envoyer ce que les élites veulent qu'on entende. Il y a peut-être juste Stanley Kubrick qui était à l'extérieur de la matrice, où il en savait assez sur la matrice, mais il nous en a dit beaucoup. Donc voilà, c'était la petite histoire. On se revient dans 2 minutes. C'est l'émission du 22 juin, la veille de la Saint-Jean. La Saint-Jean, fête nationale, où on célèbre quoi exactement? C'est toujours la grande question. Évidemment, moi, j'ai été nationaliste très longtemps, toute ma vie. J'ai milité pour l'indépendance du Québec, mais j'ai jamais vraiment trop compris la Saint-Jean, la fête nationale. Je travaillais dans le temps. Je profitais de l'occasion de la fête nationale pour vendre des produits du Québec. J'ai eu une organisation qui faisait la promotion de tout ce qui est nationalisme. Et puis on l'utilisait parce que les gens, cette journée-là, ils étaient aussi nationalistes que nous autres. Puis toutes les autres journées, non, c'était terminé. Puis, j'ai toujours quand même demandé qu'est-ce qu'on célèbre. Qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Je ne sais pas. Parce que toute notre histoire est remplie de défaites. C'est une défaite après l'autre. La défaite des patriotes. Les 2 référendums perdus, le dôme qui s'installe, le communisme qui avance sans arrêt, une société socialiste qui n'a plus de couilles. Moi, je suis vraiment pas porté à célébrer, parce que dans tous les pays, ce qu'on célèbre, c'est l'indépendance nationale. Comme le 4 juillet aux États-Unis, c'est la fête de leur indépendance. Puis dans tous les autres pays, leur fête nationale, c'est la fête de l'indépendance. Ici, ben, on célèbre qu'on parle encore français en Amérique. C'est correct de parler français. Incorrect. Parce que si vous parlez français et je parle français, c'est ce qui nous lie. C'est pour ça que vous écoutez ce show-là. Si vous étiez un anglophone, vous n'écoutez pas Cosmos. Il y a ça. Puis ça nous fait une culture qui est à nous autres, différente du reste de l'Amérique. Mais par contre, ça fait des gens beaucoup moins informés, beaucoup plus faciles à manipuler, beaucoup plus niaiseux en général parce qu'ils ne connaissent pas le reste du monde, parce que le gouvernement et les médias vous convainquent que ce n'est pas important d'apprendre l'anglais, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'anglais. C'est pas ça que j'apprends à mes enfants, puis c'est pas ça que je comprends de la vie non plus. Je comprends que dans la vie, là, tout est une compétition, puis on est en compétition avec tous les autres humains qui nous entourent. Puis c'est pas égal, il n'y a rien de juste. Puis il faut se démarquer que les autres, il faut être meilleur que les autres sur quelque chose. Il faut trouver le moyen d'avoir l'avantage chez les autres en étant meilleur, en développant des capacités que les autres n'ont pas. Mais connaître une autre langue, c'est très facile à acquérir. Puis bon, tu n'es pas meilleur que tout le monde, mais tu es capable d'avoir accès à de l'information qu'une partie du monde n'a pas capable d'avoir. Tu es capable d'avoir une pensée critique que ceux qui ne parlent pas anglais sont pas capables d'avoir.
Fait que c'est extrêmement important. Puis moi, c'est Jacques Parizeau qui parlait comme ça. Pour moi, le plus grand nationaliste québécois, la personne la plus importante, c'est pas René Lévesque, c'est Jacques Parizeau. Parce que lui avait compris que pour gagner, pour bien se développer en tant que Québécois, ben, fallait être meilleur que les anglophones qui nous fourrent. Fait que là, lui, il a été extrêmement efficace à l'école, l'université ici, puis évidemment, il s'est bilingue, puis après, il est allé faire son doctorat en économie au London School of Economics à Londres, pour être le plus incroyable dans l'économie. Puis là, lui, c'était l'économiste le plus fantastique quand il est revenu ici. Il était le meilleur. Il a fait partie de la caisse de dépôt, de la création de la caisse de dépôt, extrêmement important, avec René Lévesque dans les années 60. Après la création d'Hydro-Québec, il a été ministre des Finances du Québec dans les meilleures années. Il a été celui qui a passé le plus proche de la victoire. On se l'est fait voler là, en 95, on va se le dire. Ils ont donné 100 000 citoyenneté gratuite aux nouveaux arrivants au lieu qu'ils aient à attendre 5, 6, 7 ans avant qu'ils aient leur citoyenneté. Ils leur donnaient la citoyenneté, on leur disait par contre, vous allez voter non au référendum là. Ils ont fait ça à 100 000. Puis on a perdu par 33 000 votes. Fait que lui, il disait, il avait dit que c'était à cause de l'argent et des votes ethniques. Il y avait ça, parce qu'il y a aussi le scandale d'Option Canada, tout ça. Moi, je suis complotiste depuis ce temps-là. Je suis au courant de tous ces complots-là. C'était mon réchauffement à COVID, le référendum de 95, mon implication après. Mais revenons en fête nationale. Maintenant, on a l'animateur d'un des parties les plus courus de la fête. Je pense que ça va être celui de Montréal, ou les Plaines d'Abraham, peut-être, un des deux. C'est, lui, ce chanteur-là, Bilodeau. Quel est son prénom, donc? Tellement... Bon, Darwin dans Voûte des vidéos, c'est Darwin Guerrier ici, qui a fait cette vidéo-là, évidemment, l'incroyable. Puis ça doit être. Ben, je suis sûr que tout le monde, vous m'écoutez, vous savez son prénom, un chanteur. Émile Bilodeau? Ouais, ça doit être, je pense que c'est ça. Émile Bilodeau qui chantait sa chanson En est plein mon casse. Hein, ouais. Puis là, tu dénonces les affaires qu'ils disent dans les. Tu dénonces. Regarde. Émile Bilodeau, c'est le porte-parole communiste de Québec solidaire. Il adhère à tout ce qui est le plus woke, donc déteste tout ce qui est nationaliste, toutes les identités nationales, déteste la liberté, déteste tout ce qui est conservateur, embrasse probablement tout ce que Québec solidaire soutient. Par contre, il n'est pas déguisé en fille, donc il a gardé quand même son identité homme. Fait, bon, en 2023, c'est comme c'était exceptionnel. Hey, il est blanc en plus. Hey, c'est un homme blanc quand même. On va y laisser. Mais communiste, je pense qu'il, comme tous les artistes, là, payés par l'État. Et puis, on va voir dans cette vidéo-là que je vous présente de Darwin. Que là, parce que comme il est antinationaliste, les communistes, c'est nécessairement antinationaliste, mais il est là pour animer la fête du nationalisme québécois. C'est incongru. Puis là, le Parti québécois ne le prend pas parce que lui a déjà parlé contre le Parti québécois. Il leur avait souhaité leur mort. Puis là, on voit à quel point, dans les 2 dernières années, il a été une pute du gouvernement à aller faire un spectacle. Imaginez comme il est ridicule, tout seul, là, dans un centre de vaccination avec son masque, sa petite guitare pour aller chanter, sa petite chansonnette. C'est un pou... Ben, tu sais, regarde, il dit qu'il n'est pas vacciné, mais là, il va aller là avec son masque. Voilà, la pute du gouvernement. Qui avant, on pensait que les artistes ils défendraient le peuple contre le gouvernement. Non. Lui, il défend le gouvernement contre le peuple. Et puis, on nous fait croire à radio qu'il est populaire. Mais, tu sais, ses chansons, il a quand même du succès. C'est pas comme Hubert Lenoir, lui, complètement inventé. Je connais personne sur la terre qui aime Hubert Lenoir. Moi, quand ils font jouer ça, c'est sûr que je ferme la radio, je pogne les nerfs le reste de la journée. Donc, on le voit ici, le libéral, évidemment, Québec solidaire, pro-vaccin, il va faire des spectacles dans un centre de vaccination. Faut-tu être pute? Ben, c'était mon petit mot là-dessus. Je vais vous souhaiter bonne Saint-Jean. Donc, je vais vous rappeler de ne pas consommer de Bud Light, ni Budweiser, ni par le fait même de produits Labatt pour continuer le boycott, pour qu'il s'écroule, pour que plus jamais ils nous vendent de la bière avec des transgenres. Donc, ça va être les produits Molson. Et puis, ou sinon, tous les produits locaux, évidemment. C'est le temps d'encourager les microbrasseries québécoises. Il y en a d'excellents. Donc, je vais vous souhaiter une bonne Saint-Jean là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fête. Évidemment qu'historiquement,
quand on était jeunes, aller à Saint-Jean, les petites filles, quand l'école finissait, puis c'était à Saint-Jean. Hein? Les French de la Saint-Jean sous le feu d'artifice. Que de bons souvenirs. C'est ça, mon Québec, c'est ça, ma Saint-Jean. Et puis pour le reste, ben, c'est des gossous qui célèbrent on ne sait quoi, parce que c'est des pleutes dans le fond. Ils se font à croire qu'ils sont fiers cette journée-là pour retourner écouter leur programme à TVA le lendemain. C'est ça le Québec. Mais c'est contre ça qu'on se bat. Et si vous passez le mot, il y a d'autres gens qui écoutent le Cosmos Show. Il va en avoir de moins en moins d'endormis qui se font embarquer dans le mondialisme sans même s'en rendre compte parce qu'ils sont bien trop occupés à écouter leur programme, pas se faire programmer. Puis on dirait que c'est impossible de les réveiller, mais on lâche pas à la gang, on va les avoir. Et voilà. Donc, dans un instant, c'est va être l'heure de la chronique du Corbeau. Donc, on écoute ça à l'instant. De retour, et avant d'aller avec la grosse histoire de la journée, la bombe James O'Keefe sur BlackRock, ben, je veux vous faire ma petite pub pour vous dire que là, évidemment, je veux vous demander des dons. C'est comme si j'étais un chanteur du métro et c'est l'heure où je passe le chapeau. C'est comme si vous étiez à la messe, puis c'est l'heure de la quête. Et puis donc, si vous voulez contribuer à la création d'émissions du Cosmos Show et de Duo Majestic et de toutes les créations, les Popstars et l'Occulte et compagnie, toutes les émissions que je fais, si vous voulez m'encourager à le faire, à en faire plus, vous envoyez vos contributions à cosmosshow@protonmail.com. Cosmos Show, donc 2S collé, @protonmail.com. Réponse Cosmos, donc vous écrivez n'importe quelle question dans le transfert Interact, ils vont vous demander une question, vous marquez n'importe quoi, du genre « C'est qui mon champion? Cosmos. C'est qui le number one? Cosmos. Capitaine, mais il ne faut pas qu'il y ait le mot Cosmos dans la question. Et puis, il y a également ma chaîne Locals, parce que Locals, si vous vous abonnez maintenant, vous allez avoir droit à une émission spéciale de Popstar et l'Occulte que j'enregistre en fin de semaine. Il va être question, évidemment, de culture populaire, il va être question d'extraterrestres, il va être question de cinéma. On va y aller profond dans le trou du lapin en fin de semaine. Donc, pour me rejoindre, cette émission-là va être exclusive à mes supporters sur Locals. Donc, pour me retrouver, c'est locals.com/cosmosinfo. Et puis, vous allez me retrouver, vous cliquez ici, devenir un supporter. Et ben voilà, vous pouvez me suivre gratuitement, vous allez voir mes émissions gratuites. Mais si vous êtes devenu un supporter, un satellite popette, vous voulez m'envoyer des morceaux de robots, ben vous cliquez, devenez un supporter et voilà, ce sera ma paye. Parce que là, hey, Alexis, écoutez Alexis, il disait, hey, il y a 99% des gens qui écoutent son show, qui l'écoutent gratuit, donc il y a 1% des gens qui enverraient un don. Puis je dis, hey, il fait comme 100 000 de codes d'écoute, 50 000, même un sur 1000 ou un sur 100, ça veut dire que ce serait 50, 60 dons, tu sais. C'est bon, moi j'étais jaloux. Parce que moi, je suis loin d'être à 1% des gens qui écoutent mes émissions, qui m'envoient un encouragement. Loin, loin, loin. Je suis plus à 1 sur 1000. Parce que moi, j'ai comme 4-5 000 vues. Puis déjà, par semaine, j'ai 4-5 dons. 3, 4, 5 dons. Fait que c'est plus 1 sur 1000. Donc, j'aimerais vraiment ça être au niveau d'Alexis Cossette-Trudel et que ce soit une personne sur 100. Parce que vous savez, il y a la division de la responsabilité, tu sais. Plus il y a de gens qui regardent, plus on a l'impression que bon, quelqu'un d'autre va donner. Puis là, tout le monde se dit que quelqu'un d'autre va donner, mais au bout du compte, très, très rares sont vraiment ceux qui le font. Donc voilà, c'était ma petite plug. Maintenant, encore cette semaine, c'est devenu une habitude, c'est la chronique du Corbeau. Comment vas-tu, le Corbeau? Hey, ça va très bien, toi, Cosmos? Ah oui, ça va pas pire. Parce qu'il y a eu, on a eu une petite fête d'influenceurs hier. Oh! Et puis, il y en a qui sont de partis là-dedans, ils ont l'air sages à l'écran, mais Okay. il s'est eu quelques pintes et j'en paye le prix aujourd'hui. Donc, j'espère que je me fie sur toi pour que tu aies d'avoir du bon contenu pour intéresser les gens. Donc, cette semaine, tu vas nous parler de quoi? Écoute, j'ai deux sujets pour cette chronique-là, mais on va commencer avec un personnage un petit peu qui a fait partie du paysage, du développement durable et puis un petit peu comme dans l'ombre des restrictions COVID, puis je vais vous initier à ça. C'est Gros Harlem Brundtland. Ça, c'est quoi ça? C'est un chef DL, ça, Gros Harlem Brundtland?
Gros Harlem Brundtland, à ne pas confondre avec les Harlem Globetrotters. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Gros Harlem Brundtland, écoute, c'est une femme politicienne, c'est une médecin qui a fait une carrière politique en Norvège. Et puis, j'aimerais ça faire un petit historique, là, assez rapide quand même, là, pour arriver au vif du sujet. C'est ça, écoute, là, j'y vais un peu avec, en premier lieu, son père, qui est Gunman Harlem, un médecin qui étudie aux États-Unis alors qu'elle est enfant, grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller. Je sais pas si... Je pense que oui, ça commence bien. Les auditeurs de Cosmos, je suis sûr qu'ils connaissent la famille Rockefeller. Ouais, semblerait-il que c'est une des 13 familles Illuminati. Oui, c'est ça. Fait que le papa de cette dame-là a fait ses études aux États-Unis avec la fondation, à l'aide de la fondation Rockefeller, qui a aussi été qui a initié le scénario catastrophe Lockstep, que peut-être que tu connais, Cosmos, en 2010. Oui, sur les contrôles. Oui, ben c'est les contrôles. Il y en a à peu près une douzaine là, de scénarios comme ça, comme le Even 201, juste avant la COVID. Mais il y en a eu d'autres. C'est ça, il y en a eu d'autres. Il y en a une douzaine comme ça. Et puis, là, je suis pas en train de dire que le père de Gros Harlem Brundtland faisait partie de cette cohorte-là qui était pour planifier ça. Mais tout ça pour dire que cette dame-là, elle a fait partie du Parti travailliste, un parti de gauche dès son enfance. Et puis, elle est devenue médecin en 1965 en Norvège. Elle a eu un master en santé publique. Et puis, assez rapidement, elle a été impliquée dans le gouvernement. À partir de 1974, à l'âge de 35 ans, elle a été ministre de l'Environnement. En 1975, la première femme vice-présidente du Parti travailliste. Écoutez, c'est quand même un parcours accéléré. C'est comme si elle avait été placée... En fait, moi, me fait penser à comme deux gouttes d'eau au Québec, c'est Pauline Marois. Un peu, oui. C'est ce cheminement-là. Elle a été ministre de tout. Ressemble à ça à date. Bien mondialiste, de gauche, simili-communiste... Oui, on voit le genre. Oui, continue. Oui, puis Pauline Marois qui a un bac en travail social. En tout cas, moi, j'ai eu la chance parce que moi, je suis dans le domaine social aussi, là, mais j'ai eu la chance de la rencontrer à quelques reprises. Et écoute, puis Mme Brundtland, justement, écoute, à partir de 1983, elle a été nommée présidente de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement durable. Et puis, en 1987, c'est là vraiment le point tournant, c'est qu'elle est à l'initiative du rapport Brundtland sur le développement durable, qui est intitulé « Notre avenir à tous » en 1987. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Le rapport Brundtland... Moi, en 1987, j'ai écouté Ninja Turtle. Écoute, le rapport Brundtland... Oui, c'est ça. Mais le rapport Brundtland, écoute, c'est tout le rapport sur le développement durable. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été construites au Québec, qui étaient des écoles, les fameuses écoles Brundtland, qui étaient avec la géothermie, des trucs comme ça, en parfaite concordance avec les objectifs du développement durable. Notre avenir à tous, c'est ça. Et puis ça, je fais juste une petite parenthèse comme ça, ça a été les syndicats de l'enseignement et du personnel de soutien étaient impliqués là-dedans. Parce que dans les syndicats de la fonction publique, ils ont tout un volet développement durable, protection de l'environnement. Bon, moi, je me suis déjà pogné avec eux autres parce que je trouve que c'est pas leur mandat de faire ça, mais bref. Okay, ouais. Mais non, mais c'est ça, mais j'ai juste une petite parenthèse comme ça. Fait que, écoute, en 1997, elle quitte la politique norvégienne et puis par la suite, elle est élue directrice générale de l'OMS. C'est ça. Écoutez, je vais juste vous lire un petit paragraphe là, ici. Là. Faut pas que je me mêle. Bon. OK. Elle, dans le fond, la mission qu'elle avait donnée à l'OMS, c'est
notre mission essentielle. Il incombe, me semble-t-il, à l'OMS de veiller au respect de la morale et d'assumer la direction technique pour améliorer la santé de tous les peuples du monde. Tu sais, on voit toute la philosophie qui est globalisante, un peu mondialisée, là, tu sais, qu'il faut uniformiser une certaine... Gérer comment les gens pensent, comment les gens vivent, c'est notre rôle. Voilà. C'est la gauche. C'est vraiment une mouvance de gauche. La gauche caviar, évidemment. Et voilà. Et là, pourquoi que je parle d'elle aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, juste pour le bénéfice des auditeurs, moi, j'ai terminé il y a peut-être 3 semaines le volume de Robert F. Kennedy Jr. Je ne sais pas si tu le connais, lui. Tu le connais bien, je le suis sur Twitter intensément. Je prends pour lui, je rêve d'un affrontement Robert Kennedy Jr. Donald Trump en 2024. Oui. Ça serait le rêve. Parce que d'un côté ou l'autre, on gagnerait, à mon avis. Oui, oui, je l'aime bien. Tu sais, je fais une autre parenthèse, c'est que, tu sais, qu'en 2017, moi, je ne connaissais pas vraiment la politique américaine. J'ai commencé à m'intéresser quand Donald Trump a pris le pouvoir. Puis je trouvais que c'était un hulubalу au début, à peu près comme tout le monde. Mm-hmm. Sauf que quand j'ai vu en 2017 qu'il avait mis à la tête d'une commission sur la sécurité des vaccins, il avait mis M. Robert F. Kennedy Jr., qui est à l'origine de cet ouvrage-là. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est ça ici. On voit-tu bien? Recule-le un peu, rapproche-le de toi. Encore un peu. Ça, c'est bien, ça? Encore un peu. OK, on commence à voir. OK, là, on voit bien. Et voilà. Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, par Robert F. Kennedy Jr. Écoutez, ça, c'est un ouvrage là, que tout le monde devrait avoir à la maison. Là, sérieusement, là, je pourrais dire que c'est un ouvrage de référence. Vraiment, là. Et puis, pour en revenir à Robert F. Kennedy en 2017, Donald Trump l'a nommé à la tête d'une commission sur la sécurité des vaccins. Puis moi, puis lui, c'est un démocrate en plus. Tu sais. Fait que là, tu as un républicain qui est président des États-Unis qui met un démocrate à la tête d'une commission un peu contre les vaccins. Puis là, Donald Trump s'est fait ramasser sur les médias en disant que c'était un anti-vax. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit vraiment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Robert F. Kennedy Jr., il s'est battu contre Monsanto là, pour la glyphosate. Là, il est allé en cours puis il a même gagné certaines causes là, parce que le glyphosate avait causé le cancer de certaines personnes. Et puis, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, c'est Donald Trump, c'est un vrai, parce que là, il s'attaque aux pharmaceutiques. Ouais. Puis moi, c'est à partir de là que j'ai dit, je pense que ce gars-là, c'est pas le clown qu'on nous dépeint dans les médias. Parce que là, puis là, après ça, on a vu ce qu'il a fait avec Ford. Hein, il a dit à Ford, si vous en allez vous installer au Mexique, ben, il dit, moi, je vous charge 20-25% de taxes si vous vendez des chars ici. Là, j'ai dit, il s'attaque à l'industrie, il y a des couilles, là, tu sais. Tout à fait. Fait que, ben, tout ça pour dire que là, quand je lis le livre de Robert F. Kennedy Jr., finalement, j'ai fait une grosse parenthèse. Mais, écoute, je tombe sur une partie écoute bien ça, sur une simulation, en fait, sur la simulation Atlantic Storm. Ce qui est important de savoir, c'est que tu dois avoir entendu aussi parler de Dark Winter. C'est des simulations, tu sais, au niveau du contrôle de la population. Puis Dark Winter, eux autres, au départ, c'était sur une épidémie de variole là, tu sais, qui avait été comme lancée. Okay. Mais Atlantic Storm, ce qui est important, c'est qu'on va un petit peu plus loin que Dark Winter. Là, il cite ici, Atlantic Storm a approfondi ses sinistres disquisitions des personnalités gouvernementales de haut niveau, dont Madeleine Albright dans le rôle de la présidente des États-Unis et Gro Harlem Brundtland, directrice générale de l'OMS, jouant son propre rôle, ont organisé une réunion au sommet des planificateurs militaires et d'agences de renseignement transatlantiques chargés de coordonner les réponses auprès d'un groupe terroriste radical qui aurait libéré la variole. Là, ce que je veux démontrer ici, c'est que là, on a une personne qui a préparé un peu tout le discours sur le développement durable, qui là, finalement, qui est à l'OMS, qui est placé à l'OMS, et qui se retrouve dans des scénarios comme ça, OK, pour
contrôler la population. Là, j'ai une autre citation encore, parce que là, moi, je prends des notes que quand je lis, là, je suis un petit peu maniaque. Écoute bien ça. Encore là, on a aussi, encore là, Gros Harlem Brundtland, parce que là, ça c'est la citation de Robert F. Kennedy Jr. qui dit « Les divers exercices de simulation ont permis de constituer un forum unique réunissant les principaux décideurs et de présenter puis valider, grâce à des voies autorisées, des comportements auparavant inqualifiables qui violaient les normes démocratiques et éthiques. » OK? Et là, si je m'en vais un petit peu plus loin, encore là, on a Gros Harlem Brundtland, qui est le sénateur Tom Daschle, je ne sais pas si je prononce bien, a appuyé la leçon selon laquelle la censure, l'isolement et la militarisation de la médecine, les contrôles totalitaires et les mesures coercitives. Ce que je veux vous faire comprendre, les amis, les auditeurs de Cosmos, c'est que on est dans la même mouvance, là. Puis là, c'est pour ça que là, je m'en irais tranquillement avec les feux de forêt. Ouais. On va se déplacer vers les feux de forêt. OK? Oui. Tu sais, là, on sait que depuis plusieurs semaines, en tout cas, là ça s'est calmé un peu, je pense, là, dans les médias. Mais moi, j'écoute pas beaucoup les médias, mais une fois de temps en temps, je peux les allumer pour un peu voir ce qui se passe, puis un peu mieux les critiquer. Puis là, je suis tombé sur quelque chose. Je vois, écoutez, là, c'est quand même particulier. On a la communauté CRI de Mysticini, qui eux autres, ils veulent pas évacuer. Là. On parle du 7 juin, là, ça fait à peu près 2 semaines de ça. Les autres, ils veulent pas évacuer, puis ils disent à Legault, Legault, là, tu ne diriges pas, là. OK? C'est pas toi le boss. Ben moi, là, je lève mon chapeau au chef 100%. Michael Petawa-Bono qui a dit « Legault, c'est pas toi qui nous mène, c'est nous autres qui décident. » Puis nous autres, ça fait plusieurs fois qu'on vit ça, cette expérience-là. On se sent en sécurité. Puis c'est pas nécessaire de soulever la panique comme ça. Puis là, moi, je me dis, écoute, si on avait été en temps de COVID, là, ils auraient été traités de complotistes, ces autres-là. Là. On en aurait eu besoin. Moi, je rêvais que les communautés autochtones, justement, se rebellent contre la COVID parce que c'est une communauté protégée. On l'a vu, comme par exemple en 2019 et en 2020, ils étaient capables de bloquer des chemins de fer. Il y avait juste quelqu'un ou 2 personnes qui se mettaient sur le chemin de fer puis ils pouvaient pendant des semaines, si ce n'est des mois, bloquer des chemins de fer sans qu'on les... sans qu'on fasse rien. Donc, évidemment, ils l'ont pas fait, mais au moment où ils le font... puis on voit à Détroit aussi qu'il y a une communauté musulmane qui a pris le contrôle d'un gouvernement local, et puis ils sont capables de faire passer des lois qui vont à l'encontre du gouvernement fédéral, entre autres le bannissement du drapeau gay sur les propriétés du gouvernement. Puis on a vu aussi des musulmans piétiner, encore une fois, le drapeau arc-en-ciel. Puis là, les médias ne savent pas quoi faire avec ça. Donc, les communautés protégées par les médias s'attaquent à une autre communauté protégée. C'est un peu ça la clé, on dirait. Puis c'est le chemin qu'on nous montre. Tu sais, s'il y a des musulmans et des chrétiens qui se mettent ensemble avec des communautés autochtones, puis tout le monde on a la liberté à cœur ou notre liberté individuelle à cœur, faut prendre les aides de tous les côtés, puis on applaudit ça. Là, moi, je peux te dire, je peux te confirmer, Cosmos, que dans mon école, il y a des musulmans, il y a des jeunes musulmans qui sont pratiquants. Et puis, eux autres, là, cette mouvance-là, transgenre, LGBTQ, là, ça passe pas du tout. Fait que c'est des alliés pour nous. 100%. Puis il faut être capable de voir que c'est des personnes qui sont spirituelles à leur façon à eux. Puis ça, il faut respecter ça. Moi, j'ai des belles conversations spirituelles avec ces jeunes-là. Sérieusement, plus qu'avec certains jeunes Québécois. Là. Parce que moi, je pratique le jeûne là, 1 fois par semaine. Puis eux autres, pendant le ramadan... Oui, je pratique le jeûne. Okay. Ça fait partie de... Bon, je pourrais faire une chronique là-dessus, mon nez. Certainement. Oui, mais c'est ça. Fait que pendant le ramadan, mais ça, j'avais des belles conversations avec eux. Puis, mais tout ça pour revenir à la communauté CRI qui s'affirme, puis qui dit, nous autres, on dit, c'est nous autres qui décident. Puis il n'y a pas personne. Puis c'est drôle, hein? Il n'y a pas personne qui les a traités de négationnistes du réchauffement climatique, eux autres, là.
Vraiment pas, là. Là, c'est vraiment intéressant. Moi, là, je l'ai vu sous cet angle-là. Je dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis je me suis dit, mais je trouvais ça beau d'une certaine façon. Puis, tu sais, on a pu remarquer aussi, pendant toute l'histoire des feux, les médias qui mettaient de la pression, mettaient des masques en 95, sortaient pas dehors. Là, c'était rendu. Moi, je pensais qu'on allait nous restreindre les sorties puis nous confiner parce que on allait peut-être tomber en... Je sais pas trop, moi, en manque d'air, puis aller... C'est ça le but, mais tu sais, il mouille depuis 2 semaines, fait que tu sais, c'est ça, blague, c'est ça. pas beau, là. C'est ça. Et là, moi, je pensais à ça, parce que j'étais allé plus loin dans ma réflexion par rapport à ça, pour faire le lien avec l'autre partie de la chronique, avec le développement durable, puis le catastrophisme du réchauffement climatique. On a la technologie, tu sais, je pense que les auditeurs de Cosmos, ils doivent connaître ça, là, la géo-ingénierie. Toi, tu connais ça, Cosmos, c'est sûr? Ben, je l'ai entendu parler, mais en même temps, je ne suis pas un scientifique, puis tu sais... ben ça existe vraiment. Tu sais, j'entends souvent ça existe parler de HARP. Je sais même que dans les médias dans les années 60, 70, même le gouvernement du Québec se vantait d'être capable d'ensemencer des nuages puis de faire créer de la pluie. Oui. C'est vrai, ça. Non, mais ça, c'est. Non, mais c'est vrai, ça. Fait qu'il y a des choses qui sont possibles de faire qu'on nous cache. Tu sais, les chemtrails qu'on voit dans le ciel, c'est tout à fait louche. Qu'est-ce qu'on je veux dire, on nous ensemence avec quoi? C'est ça pas. Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que la géo-ingénierie, tu peux l'utiliser d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Là, est-ce que dans le cas des feux, moi, je pense qu'on aurait pu utiliser la géo-ingénierie d'une bonne façon. OK? Puis là, tu viens de nommer quelque chose, ensemencer les nuages pour créer de la pluie, c'est quelque chose qui se produit, et qui se fait partout à travers le monde. Puis la géo-ingénierie, il y a même déjà eu des traités internationaux de l'ONU pour empêcher ça, parce que souvent, c'est des technologies militaires. Hein. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est des technologies qui ont été développées par l'intelligence militaire, puis qui ont permis, mettons, à des populations ou à des pays de vivre des sécheresses pour couper la nourriture. L'objectif était belliqueux envers un pays qui pouvait être un ennemi. OK? C'est ça au départ. Puis là, à un moment donné, il y a eu des traités internationaux pour dire hey, il faut faire attention à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des technologies qui sont utilisées encore. Puis moi, je pense que ça peut être utilisé d'une bonne façon. Tu sais, ici, on parle de Dubaï qui sont capables de créer leur propre pluie. Puis quand ça tombe, ça tombe. Là. Il pleut des cornes dans le désert commandité par le gouvernement, on dirait. Ben, c'est ce que l'article ici du Sun laisse entendre. Là. Oui, c'est ça. Puis écoute, il y a plein d'autres. Tu sais, si les gens font un peu de recherche, là, vous allez trouver plein d'articles là-dessus. Moi, j'en ai laissé 2 là, que vous pouvez aller lire. C'est des choses qui se passent pour de vrai. C'est pas, comme je vous dis, c'est sûr qu'il faut que ça soit utilisé à bon escient. C'est comme l'eau aussi, tu sais, dans certaines régions. Certaines régions qui sont un peu plus comme asséchées, on peut amener avec certaines technologies, amener de l'eau. Avec, je sais pas, une certaine mécanique, là, tu sais, pour... Je veux dire, l'humain va sur la Lune, en tout cas, je pense que... tu penses? Je pense ça va être le sujet d'un autre chronique. non, on parle pas de ça. Je suis pas assez connaissant là-dedans. Mais tout ça pour dire que, moi, je pense qu'il faut... Ce qui est important pour faire le lien avec Gro Harlem Brundtland, c'est que on nous a... Tu sais, les mêmes personnages sont à l'origine de beaucoup de scénarios comme ça qui sont un peu catastrophes. C'est des gens de pouvoir là, qui sont placés en haut à l'OMS, que ce soit à la Banque mondiale. Parce que là, j'ai un autre, parce que juste en 2018, Gro Harlem Brundtland, pour terminer avec elle, oui. Écoute bien ça. Bill Gates, OK, en 2018, avec l'aval de l'OMS, qui était la directrice générale, c'était Gro Harlem Brundtland, il a créé une sorte de conseil permanent appelé le Global Preparedness Monitoring Board, je ne sais pas si je le prononce bien, comprenant certains des caïds de la santé publique mondiale les plus puissants, afin d'institutionnaliser les leçons tirées de tous ces exercices de simulation. Fait que là, on voit Bill Gates tranquillement. Là, ça, c'est en 2018. Après ça, il y a eu les 2201, puis il y en a eu d'autres.
Écoutez, fait que gros Harlan Brundtland, le développement durable. Gros, là. Gros. Ouais. Big gros, là. Ouais. Ce serait pas trans par hasard? Ah, c'est possible. Ça a Écoute, l'air d'un dude déguisé. Il y a une face de dude. Non, genre un doorman dans un club, là. Là, tu m'amènes sur un terrain glissant. Observons les mains, la grande. Elle est là dans ta banane, en tout cas. Il y a une grosse dégueulasse dans un mondialiste de merde. Ah, aïe. hey, Écoute, c'est un monstre. C'est peut-être l'ami de Pauline Marois. Pauline Marois paraît mieux. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, on pourrait pas en dire autant de son conjoint. Mais son conjoint, t'as jamais il est un peu féminisé. Oui, un peu remarqué. Ouais. C'est particulier. D'après moi, c'est elle qui porte les culottes. Là, je sais pas. Mais en tout cas, lui... qui sait. On s'égare, comme dirait notre ami. Oui, pas mal. Rose, et voilà. On avait-tu d'autres choses là-dessus ou on se revoit la semaine prochaine? Écoute, moi, on a pas mal fait le tour, mais c'est juste l'important, c'est moi, je voulais vraiment faire le lien entre le réchauffement climatique, là, le développement durable, la crise COVID, tout ça, c'est tout mêlé ensemble. Les simulations de fin du monde où c'est des pratiques ils se pratiquent à briser les lois ensemble puis mettre les plus fous ensemble pour faire leur scénario. On l'a vu avec Event 201, il y en a eu plusieurs, puis elle, c'est une des instigatrices de ça. Une des grandes marionnettistes du mondialisme de l'histoire. C'était super intéressant. Donc, merci beaucoup, le Corbeau. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut. De retour à l'émission. De retour en studio avec Cosmos. Et celui qu'on voit ici à l'écran, c'est nul autre que James O'Keefe. James O'Keefe qui a commencé comme un influenceur tout jeune. Il était au secondaire, à la fin du secondaire, et il s'est déguisé en pimp. Et puis, il a pris une de ses amies qui l'a fait passer pour une prostituée, puis il est allé dans des centres communautaires pour avoir de l'aide pour sa prostituée en étant clairement un pimp, pour voir comment il pouvait se démarcher dans le système. C'est ça qu'il l'a lancé. Ça fait plus de 10 ans de ça. Maintenant, il a fondé Projet Veritas, puis le conseil d'administration l'a finalement mis dehors parce qu'ils ont été corrompus. Et le voilà maintenant avec son groupe O'Keefe Media Group ou OMG, Oh My God. Et puis là, eux autres, leur stratégie, c'est ils engagent des belles filles et des beaux gars qui vont sur Grindr et Tinder pour avoir des dates avec des gens puissants qui travaillent dans des grands organismes, soit dans les grands médias, les réseaux sociaux. Et dans ce cas-ci, c'est BlackRock, la firme d'investissement qui contrôle le monde entier. Eux autres et Vanguard. Et puis c'est main dans la main. Et lui, c'est un recruteur pour BlackRock. Et puis lui, contrairement aux autres victimes de James O'Keefe, n'est pas homosexuel, ce n'est pas une date homosexuelle. Vous allez voir la personne qui pose des questions, clairement une femme. Donc lui, il tente quand même d'impressionner une femme, ça c'est rare. Et puis, il va dire tout ce qu'on se doute de ce que les élites et BlackRock font, à quel point la guerre, c'est le fun, la guerre, c'est bon pour la business, le monde sont épais, tout ce qu'il y a à la TV, c'est de la propagande, tuer du monde, c'est super, ça crée des opportunités, des famines, des guerres, et puis il va tout nous dire ça. Je vais vous le traduire un bout ici, c'est fantastique, on y va comme ça. Non, lui, il se décrit comme un gardien chez BlackRock, un gatekeeper. Puis là, tu dis, t'es un genre de gardien chez BlackRock? Ouais, je décide du destin des gens, tu sais. C'est vraiment fou à quel point, à tous les jours, tu décides de la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver avec sa vie. Ça me donne un pouvoir incroyable, là. Elle dit, ça c'est tellement puissant. La chose de la domination, là, c'est quelque chose de si vraiment... C'est intéressant, Chris. Là, c'est pas moi qui sac, là. Regarde. C'est lui qui sac. Il dit, fucking interesting. La domination, c'est fucking interesting.
Puis là, lui, il dit ça pour exciter la fille. Vous voyez, je vous reviens dans un instant, un autre téléphone. De retour, on continue. Il dit, là, on a notre homme ici qui veut séduire sa dulcinée en lui faisant comprendre que lui, c'est un sadique qui adore la domination. Donc, il s'appelle Serge Varley. OK, il est là dans la... Il travaille pour Morgan Stanley. Maintenant, c'est un recruteur chez BlackRock. Donc, je travaille pour une compagnie qui s'appelle BlackRock. Moi, je suis ici pour recruter des gens parce que je sais ce qui va arriver, parce que je contrôle les choses. Donc, je suis quelqu'un qui va trouver des têtes chez d'autres firmes. Je suis comme un chasseur de têtes. Tu sais, si je t'approche, je serais genre, hey. Donc, je lui dis, hey, ça serait une bonne raison pour laquelle tu devrais venir travailler pour nous autres. Tu sais. Serge, il nous explique ici qui contrôle le monde. Comment ils font et combien ça coûte pour acheter des gens. Pour les politiciens, par exemple. Donc, je vais vous dire, l'important, c'est qui le président. L'important, c'est qui contrôle le portefeuille du président. Puis c'est qui ça qui contrôle les hedge funds, BlackRock, les banques, c'est ces gars-là. Donc ceux qui contrôlent les grands fonds, genre les fonds de pension, les hedge funds, puis BlackRock, les banques, c'est eux autres qui contrôlent le monde. Donc lui, il dit ça pour cruiser à la fille, évidemment. Donc, puis on les finance. Oui, tu peux acheter un candidat, là. Puis là, comment tu fais ça? Toutes ces institutions financières-là, ils achètent des politiciens. Comment ils contrôlent le monde? Ben, ils acquièrent du matériel, ils se diversifient, puis ils acquièrent d'autres choses encore. Donc, ils vont posséder les deux côtés. Puis tu dépenses tout ce que tu as en achetant d'autres choses. Puis à un certain moment donné, ton niveau de risque est super bas parce que ça monte ou ça baisse, toi, t'es partenaire des deux bords. Là. Donc, imagine que tu t'investis dans 10 compagnies différentes. OK? Dans de la bouffe, des boissons, de la technologie. Puis il y en a un de ceux-là qui tombe. C'est pas grave. T'en as deux autres qui vont compenser. Le management de risque ou la manière qu'on prend les risques, c'est pas à propos de combien d'argent que tu fais. C'est à propos. Donc, tu t'assis pas dessus, tu continues à l'utiliser encore et encore et encore pour avoir une croissance exponentielle. Donc, tu contrôles un petit peu de tout, donc tu possèdes un peu de tout, puis ça te donne tellement d'argent d'une année à l'autre. Puis là, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à acheter des gens. Donc, en fait, on a un système en place. Premièrement, il y a les sénateurs. Ça, ces gars-là sont cheap. Je veux dire, pour 10 000, là, tu peux acheter un sénateur. On s'en fout de qui win, de qui gagne. Parce que toi, à un certain moment donné, c'est toi qui vas contrôler l'argent qu'ils vont pouvoir avoir. Ils sont dans ma poche. Donc, si je te donne 500 000 $, drette là, sans question à se poser, qu'est-ce que les gens ils me disent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir les 500 000? Je vais le faire. Il dit, ouais, pourquoi pas? Pourquoi je ferais pas ça? Donc, c'est ça. Ils achètent les politiciens comme ça. Entre 10 000 et 500 000. Donc, est-ce que les gens chez BlackRock, ils savaient que vous faites ça? Ils disent, tout le monde fait ça. Donc, le recruteur de BlackRock nous parle comment le gouvernement américain
Ils ont besoin, donc, les simulations économiques qu'on fait. Donc, ils vont avoir un impact sur quelque chose. Donc, le taux d'intérêt, par exemple. On crée une cascade de facteurs, puis, en fait, on est capable de contrôler, puis de voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer avec ces variables-là. Puis, il nous dit ici à quel point c'est fantastique la guerre. La guerre en Ukraine, c'est vraiment bon pour la business. T'as-tu dépensé sur la guerre en Ukraine avec la Russie? Ah, l'Ukraine, c'est bon pour la business, right? Ben ouais. On veut pas que la guerre s'arrête. On veut pas, là, faut que ça dure le plus longtemps possible, parce que plus longtemps possible ça dure, plus la Russie s'affaiblisse. Puis ça rend les choses volatiles, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour les marchés. Non, je te donne un exemple. Mettons la Russie, ils bombardent une grosse réserve de grains, OK? Puis leur industrie du blé, ils vont être dans la marde, OK? Mais ça, les gens sont fâchés, puis tout, mais ça crée de l'instabilité. Donc, si tu es là dans une compagnie qui fait des investissements, ben c'est le moment de frapper fort. Parce que en tant que dans un milliseconde, tu vas envoyer tout ton argent donc, tu vas envoyer de l'argent dans tes... c'est qui fournissent du blé dans le monde? OK? Tu vas acheter de tous ceux qui sont les concurrents qui fournissent du blé dans le monde, qui ne sont pas l'Ukraine qui s'est fait frapper, par exemple. Puis là, dans 1 heure ou 2, ces compagnies-là, leur cote va monter en fou. Puis là, toi, tu as fait des millions juste en quelques heures. Pourquoi les nouvelles, dans les postes de nouvelles, ils feraient la promotion d'un côté de la guerre? Parce que c'est bon pour la business aussi. C'est pour les nouvelles. C'est quoi les nouvelles? Ça, c'est des tragédies puis des affaires fuckées. Sinon, on n'écoute pas. On n'écoute pas les nouvelles. C'est pas ça. Personne n'écoute les nouvelles sinon. Donc, c'est parce qu'il y a plus de gens qui regardent. S'il y a rien qui se passe, qui écoute les nouvelles? Je regarde pas les nouvelles, moi. Mais ils disent tous les mêmes points qu'ils disent à tout le monde. Hein? C'est bizarre, ça. Tu sais, quand tu regardes les nouvelles, ouais, là, il dit, c'est de la propagande. Propagande, lui. Ah, really? Non, l'économie de l'Ukraine est vraiment reliée, ben gros, au marché du blé, tu sais. Ça, c'est vraiment fantastique si tu fais des échanges commerciaux, si tu joues à la bourse, parce que la volatilité, ça crée des opportunités pour faire des profits. La guerre, it's fucking great. It's fucking good. War is a real fucking good for business. Hey, ça, c'est une quote pareille. Ça pourrait être dans un film de Scorsese ou de même, quelque chose du même. War, it's fantastic. Là, lui, il pense ramener la fille en disant ça. Il dit, tu vas coucher avec moi parce que moi, je promouvois la guerre mondiale, le monde qui se tue, puis moi, je fais de l'argent là-dessus. C'est un démon. T'es un démon, man. Tu travailles pour détruire la planète, puis tu utilises ça pour te pogner une fille. Puis j'imagine que ça marche des fois parce qu'il y a des démons aussi qui aiment ça, sûrement. Donc, il nous parle ici comment les journalistes agissent, et puis il a de même donné des conseils à notre journaliste incognito. Maintenant, tout ce qu'on sait maintenant, quand ils disent de vendre aux nouvelles, ou quand ils disent d'acheter une nouvelle, quand ils disent de vendre, est-ce que ça veut dire qu'on devrait acheter, on devrait faire le contraire de ce qu'ils disent aux nouvelles pour faire de l'argent? Ouais, c'est ça. C'est comme, tu connais Jim Cramer, celui qui a une émission sur l'économie puis tout. Mais en fait, si tu veux que ça marche, si tu fais exactement le contraire de ce qu'il propose, c'est de même que tu fais de l'argent. Hein? Ouais. Il y a une affaire qui s'appelle Cramer inversé.
et qui nous explique comment faire de l'argent tout le temps en bettant, donc en pariant contre Jim Cramer. Lorsque Jim Cramer dit que quelque chose va monter, il faut faire exactement le contraire de ce qu'il dit. Donc lui, il est là pour faire de la propagande, mais si on le lit à l'envers, il y a moyen de s'enrichir. Selon BlackRock. Donc, parce que là, elle demande comment ça, BlackRock, personne ne les connaît, tu sais. Puis là, il dit, eux autres, ils veulent pas être des nouvelles. Ils veulent pas que les gens les connaissent, sachent. Ils veulent rester en dessous du radar tout le temps, tu sais. Pourquoi? Mais je sais pas exactement, mais probablement parce que c'est plus facile de faire des affaires pendant que les gens pensent pas à ça, tu sais. Puis, lorsqu'on a parlé à Surge des délits d'initiés, ici, parce que Larry Fink, le boss, le grand boss, le CEO de BlackRock, probablement un des plus riches sur la planète, il vient de vendre beaucoup d'actions de BlackRock. Voici ce qu'il nous a dit. Larry Fink, récemment, il a vendu pour 100 millions de valeur de BlackRock. Ah ouais, merde. Wow. Damn, ça c'est vraiment pas... Chris Larry, ça c'est vraiment pas un bon signe. Là. Parce que les gens qui échangent pour faire de l'argent, ils font ça à un moment que l'information est sortie, tu sais. Mais généralement, cette information-là est disséminée à un niveau privé, donc un club privé, avant que ça frappe les mainstream. Donc lui, il pense ici que, attends une minute, là, si mon boss, il a vendu pour 100 millions de valeur de sa propre compagnie BlackRock, possiblement qu'il sait des affaires, parce que là, lui, il dit ici que les délits d'initiés, c'est comme ça que ça marche tout le temps. C'est... Il prouve tout ce qu'on se doutait. Il n'y a rien là-dedans qui nous surprend, mais de voir que lui, il s'en vante devant la caméra pour se pogner une fille, c'est excellent. Si tu veux investir intelligemment, there's a tracker qui s'appelle tous les politiciens où ils investissent. Donc, tu peux suivre les politiciens, comment ils investissent. Puis c'est en suivant eux autres. Si on pense que le prix de l'action va planter, donc on va vendre en fou, là. Donc on vend haut, ça s'effondre, puis après on rachète bas, puis ça remonte, puis c'est de même qu'on fait notre blé, là. On préserve une couple de millions, là. Mais à un certain moment donné, le commentaire le plus profond, et c'est la suggestion que, dans le fond, okay, tout le monde s'en fout, là. Tout le monde s'en fout de ce qu'il dit, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je confesse. Parce que, selon lui, les gens normaux s'en calissent. Donc, il dit, toi, tu ne serais pas genre un journaliste, un reporter undercover, un agent double, quelque chose? Parce que tu poses des questions, là, tu sais, que le monde d'habitude... comment ça, tu penses ça? Donc, les gens normaux, ils s'inquiètent pas des affaires comme ça? Non. Le monde s'en calisse, man. Le monde s'en calisse, c'est bien au-dessus de leur tête, là. Ouais, c'est ça. Les gens, là, que vous m'écoutez, là, vous écoutez le Cosmos Show, là, vous êtes pas normal. Parce que le monde normal, là, s'en calisse de ça. Fait que c'était un excellent coup de O'Keefe Media Group, évidemment, fantastique, bravo James O'Keefe. Il va avoir des suites parce que là, généralement, le lendemain, il va s'asseoir et puis le rencontrer encore une fois. Je pense même que ça a sorti. On l'a vu hier, le début de l'affrontement. Et puis, probablement qu'aujourd'hui, on va avoir la suite parce que je sais que
cet individu a invité James O'Keefe dans le poste de police et puis on va aller voir ici. OK, c'est à ce moment-ci. Donc probablement que plus tard ce soir, au moment que l'émission va être sortie, possiblement que ça va être... on va voir le vidéo complet de la réaction ici de notre ami qui s'est fait pogner les culottes baissées chez BlackRock. C'était excellent. Et ben voilà, c'était le Cosmos Show. J'espère que vous avez aimé ça. Voilà, je passe le chapeau une dernière fois. S'il y en a qui veulent mettre un petit quelque chose dedans, c'est à cosmosshow@protonmail.com. C'est un Cosmos, allez dans la paix du Christ. Vous me suivez sur Telegram. Hey, suivez-moi sur Telegram, c'est cool. Suivez-moi sur Local, suivez-moi sur Rumble, sur Odyssey, sur Twitter. C'était le Cosmos Show, mon nom est Cosmos. Wow.